Duplessis, je suis aujourd'hui psychanalyste et superviseur et psychodramatiste. J'ai 54 ans, je suis marié, j'ai une fille qui a 21 ans. Mon parcours, c'est 30 ans de communication et de marketing, c'est-à-dire que j'ai commencé d'abord à 21 ans par créer une agence Seguela, et ensuite, après, j'ai été concepteur à la Redoute, concepteur-rédacteur, après directeur artistique dans le réseau GEMAP et Marie, et puis derrière ça, je suis rentré dans une société un laboratoire de cosmétologie moderne qui faisait de la vente à domicile et on a fait de l'animation réseau. Ensuite, j'ai fait une formation multimédia à l'époque des CD-ROM, c'était en 95. Suite à cette formation, j'ai aussi appris, on a commencé à découvrir Internet sur CompuServe, sur le Minitel. Et c'est à ce moment-là que, durant un stage, j'ai eu une mission qui m'a été confiée d'étudier le commerce électronique et ce qu'il allait devenir en France. Suite à cette mission, le groupement Euralliance, qui avait 50 distributeurs en France, m'a demandé de mener une mission très particulière. Ils ont créé une société pour ça. J'avais 2 missions, évangéliser ce qui allait être le commerce électronique en France, les paiements sécurisés, former les banques, travailler avec Atos, expliquer un peu partout en France pour les distributeurs, pour les clients, ce qu'allait être le commerce électronique, et en même temps fonder le premier mégastore informatique en France. Et également, ce qu'on a fait avec Microsoft, on a lancé la première boutique en ligne pour les particuliers avec le lancement à l'époque de Windows 98. Et donc, je me suis occupé de monter ça, faire les expéditions et tout ça. Et puis, après cette aventure qui a duré jusqu'à la bulle Internet de 2000, j'ai monté ma propre boîte de communication avec un département photo, un département publicité, communication et communication institutionnelle et un département SS3I, c'est-à-dire développement informatique Internet. Suite à ça, j'ai donc été patron pendant 11 ans. Et pendant cette période, j'ai rencontré des difficultés qui m'ont amené à découvrir la psychanalyse et à me rendre compte que c'était une super solution pour les chefs d'entreprise. Dans les psys, il y a 3 métiers, en fait, pour caricaturer, pour aller vite. Il y a le psychiatre, qui est un médecin, qui va apporter des traitements, des médicaments, qui va pouvoir aussi traiter les troubles mentaux, qui va pouvoir aussi permettre aux gens de s'isoler lorsqu'ils ont besoin de s'isoler de leur famille ou de leur profession, de façon à pouvoir récupérer. Le psychiatre, à la base, est un médecin qui va prodiguer des traitements. Et puis, il peut aussi avoir étudié la psychanalyse ou la psychologie. Ensuite, le psychologue, c'est quelqu'un qui a fait des études dans le domaine de la psychologie, des sciences humaines, dans les sciences sociales, et qui va avoir la possibilité de pouvoir recevoir et écouter une personne et travailler avec lui sur ses questionnements, ses comportements. Moi, par exemple, entre 2 analyses, ça avait été très pratique pour moi en tant que chef d'entreprise lorsque je savais plus quoi faire par rapport à mon associé, par rapport à mes salariés et tout ça, je savais plus si mes comportements étaient adéquats, de rencontrer une psychologue qui était également coach de l'école de Palo Alto, donc comportementaliste, à laquelle je posais des questions pratiques et qui savait m'apporter des réponses pratiques. Dans la psychanalyse, par contre, on rentre dans le domaine de l'inconscient. C'est-à-dire que notre inconscient se programme en permanence, à toutes les secondes, en fonction de nos émotions, en fonction de notre vécu, et pour que nous n'ayons pas à surcharger notre mémoire, va nous mettre en place des réflexes appropriés par rapport aux différentes situations qu'on peut connaître. Et là, dans ce domaine, il arrive parfois que notre inconscient croit qu'une information est bonne pour nous et veuille absolument que nous y restions. C'est-à-dire que consciemment, nous allons passer à une autre expérience, que ce soit au niveau personnel ou professionnel ou autre. Nous savons consciemment que ce serait mieux pour nous d'aller dans cette direction-là. Et curieusement, l'inconscient a bugué, il est resté sur la position précédente et il veut toujours nous y ramener, en fait. Parce qu'il veut toujours notre bien, il pense c'est nous, notre inconscient. Et donc, du coup, on va se trouver dans des systèmes de pulsions et de répétitions qu'on ne s'explique pas. On va vouloir changer de compagnon ou de compagne et on va toujours se retrouver par rapport au même type de personnes. On va vouloir changer de boulot et on va se retrouver toujours dans les mêmes types de galères ou avec les mêmes types de collègues et on ne comprend pas pourquoi. Et en fait, c'est tout simplement parce que notre inconscient, sans qu'on s'en rende compte, qui est notre pilote automatique en quelque sorte, nous ramène à des situations similaires. Et l'idée en psychanalyse, c'est de débugger cet inconscient, c'est-à-dire de lui permettre de prendre conscience que finalement on est passé à une autre étape.
Et pour ça, comme on n'entend pas la moitié de nos pensées, et comme de toute façon notre inconscient s'est programmé toute notre vie à partir de nos attitudes et de notre parole, c'est en parlant, et c'est par la parole qu'on va pouvoir arriver à résoudre ça. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la libre association d'idées, on va utiliser l'interprétation des rêves, puisque l'inconscient nous envoie des messages également par ce biais-là, et c'est la vérité de la personne qui est sur le divan, par libre association d'idées, qui va trouver les clés, qui va comprendre, qui va faire les liens. C'est un petit peu quand vous avez une amie ou un ami qui va pas très bien et que vous l'écoutez, vous vous rendez compte que dans sa parole, il y a déjà toutes les solutions, mais que socialement, pour des raisons de jugement, parce que vous êtes son ami et tout ça, la personne ne peut pas entendre ce que vous avez entendu. Ben moi, je vais être le bon copain ou la bonne copine qui écoute la personne, qui est venue pour ça, donc qui est prête à entendre, qui sait qu'il n'y a pas de jugement, parce que moi aussi, je vais sur le divan régulièrement avec mon superviseur et que j'ai fait une analyse. Et quand on met le doigt sur quelque chose, et ben la personne peut enfin s'en emparer librement, sans aucun jugement, et dénouer quelque chose dans sa vie qui lui est propre, qui est dans sa vérité. Puisqu'en fait, on ne travaille qu'à partir de la vérité de la personne. Donc, ça, comme je le disais tout à l'heure, ça passe par la libre association de pensée, parler, et par le travail sur l'interprétation des rêves. Et donc, c'est cette parole qui est importante parce que comme on n'entend pas la moitié de ses pensées quand on est dans sa baignoire, dans sa voiture ou dans son bureau et tout ça, on va se remettre dans un état modifié de conscience, de libre association d'idées qui va faire que par la parole, on va finir par entendre déjà quelque chose soi-même et éventuellement la personne qui est à côté va pouvoir aussi vous faire entendre des choses que vous n'entendez pas. Et puis on va travailler aussi, pour terminer, sur les signifiants. C'est-à-dire que notre inconscient, il est structuré comme un langage. C'est comme quand vous faites une dictée vocale sur SMS, vous allez avoir exactement littéralement ce que vous avez dit, mais ça peut être des mots à la place d'un autre et ainsi de suite. Et ça va vous énerver parce qu'il faut corriger votre SMS. Et bien là, c'est exactement pareil, votre inconscient, il enregistre les informations de cette façon-là. Et ce qu'il faut qu'on arrive à trouver, c'est un petit peu dans le rébut, quels sont les signifiants qui se sont fixés à un certain moment de votre vie, pendant l'adolescence, à l'école ou avec vos parents, et qui font que vous répétez toujours les mêmes choses. Et quand on trouve ça, ça vous permet par association d'idées de faire le lien avec ce qui vous est arrivé et ce qui buguait finalement dans votre inconscient qui va se déprogrammer de soi-même. Voilà. Combien de temps dure une séance? Moi, dans ma pratique, généralement, je propose un temps de 45 minutes. Il y a 40 minutes pour la séance et 5 minutes pour les modalités pratiques pour reprendre un rendez-vous, éventuellement pour payer la séance et tout ça. Il peut y avoir une césure en plein milieu de séance s'il y a quelque chose qui passe dans l'inconscient au niveau des signifiants, de façon consciente pour la personne ou inconsciente. Elle est prévenue dans les informations préalables qui sont données dans les séances préalables gratuites. C'est qu'on peut couper la séance en plein milieu si on veut qu'il y ait quelque chose qui travaille entre deux séances au niveau de l'inconscient. Dans le rythme, moi par exemple, je ne sais pas travailler à moins d'une séance par semaine parce que je me rends compte que si la personne vient tous les 15 jours ou tous les mois, c'est trop peu pour travailler efficacement. Ensuite, au niveau du prix, il y a un tarif classique pour les particuliers qui est de l'ordre de 60 €. Néanmoins, dans mon école et dans ma pratique, on se rend bien compte qu'on ne sait pas combien de temps va durer la cure. Et ça peut être une charge importante, surtout si on fait ça au moins une fois ou deux par semaine. Donc en fait, il y a un temps de réflexion qui a lieu entre deux séances préalables pour expliquer. Les séances préalables sont faites pour tout expliquer, bien entendu, pour poser des questions. Et il y a un temps de réflexion par rapport aux règles du prix. Parce que le prix, en fait, il faut que ce soit un prix qui n'impacte pas le budget familial. De façon à ce que, comme on ne sait pas combien de temps ça va durer, des fois, les gens en 3 séances, ça va mieux. D'autres gens, en 1 mois ou 2 mois, ça va mieux. Et puis d'autres personnes, au bout de 2 ans, elles y sont toujours. Et donc, dans l'idée, c'est de dire, il faut que ce soit un prix acceptable au niveau du budget familial ou personnel. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, c'est un prix d'engagement. C'est-à-dire, il faut que ça pique un peu. C'est un peu comme les cours par correspondance. Au dernier moment, quand on n'a pas terminé tous ces cours et qu'on doit passer les examens, on se demande si on va passer les bouchées doubles ou si on abandonne. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas abandonner parce que les cours par correspondance, on les a payés. Et bien là, c'est pareil. Il y a des jours où on n'a pas envie de venir. Il y a des jours, on ne sait pas ce qu'on va raconter. Il y a des jours où on est son psy parce qu'on a touché à des choses sensibles et qu'on est en train de travailler dessus.
c'est quand même intime et difficile, hein, parfois, même si on réveille des douleurs. Alors il faut savoir que ça se règle très vite, donc c'est plutôt sympa parce qu'on ne traîne pas des douleurs qu'on avait enfouies depuis longtemps. Souvent on a peur de venir en psychanalyse parce qu'on a peur de réveiller des douleurs, mais ici on peut les réveiller en toute sécurité, donc c'est ça qui est sympa. Et donc, ce qui se passe à partir de ce moment-là, c'est qu'il faut qu'on puisse être dans un engagement commun. C'est-à-dire que dans les séances préalables, on va bien fixer l'idée que on va être dans un engagement pour aller jusqu'au bout du résultat. Et ça, c'est aussi pour ça que le prix doit piquer un peu. Et c'est quelque chose qu'on va voir ensemble. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est comme pour les enfants, quand ils viennent, je leur demande de s'acquitter de leur séance. Alors bien sûr que c'est les parents qui payent, mais c'est eux qui mènent leur cure. Hein. Et donc, je leur demande de s'acquitter de leur séance avec un caillou, une fleur, un dessin qui ne sera pas analysé parce que c'est un paiement, qui leur permet de s'acquitter de leur séance. Et en s'acquittant, ils mènent leur séance parce qu'ils peuvent quitter à tout moment. Ils vont venir le dire sur le divan, comme les adultes. Moi, je vais leur dire en tant qu'analyste et directeur de la cure, hein, c'est moi qui dirige la cure, où ils en sont et si c'est ce que j'en pense. Mais il n'empêche qu'à tout moment, la personne peut aussi quitter la cure. Elle est libre. C'est elle qui l'amène. Elle est face à personne, elle mène sa cure, elle sait ce qu'elle veut amener, elle travaille, elle associe. Moi, je suis derrière, je l'aide, je borne et je fais en sorte qu'elle puisse entendre ce qu'elle n'entend pas, de façon à ce qu'elle puisse s'en saisir et véritablement trouver ses clés et sa propre vérité. Et pour les enfants, c'est pareil. Et donc, s'acquitter, ça permet de quitter à tout moment et donc de rester le patron de sa cure. C'est merveilleux parce qu'en fait, je vois des gens qui se délivrent et qui se désaliènent en permanence. Des gens qui étaient bloqués, qui avaient des barrages, qui avaient des barrières, qui avaient des frontières, qui ne pouvaient pas développer leur vie, Enfin, on est tous de là, on est tous névrosés, c'est normal. Hein. Dès qu'on ne peut pas parler à sa maman quand on est bébé parce qu'on n'a pas la parole, on commence déjà à être névrosé parce qu'on a besoin de communiquer pour dire qu'on a envie de faire pipi ou qu'on a mal ou qu'on a faim. Et du coup, on est tous névrosés normalement quand c'est pas pathologique. Bah, là, c'est pareil. Je veux dire, on a tous dans nos vies des tiraillements, des choses qui fonctionnent pas, des pulsions, des répétitions, des difficultés de vie qui font qu'on est coincé. Et ici, ce que je trouve génial, que ce soit au téléphone ou sur le divan, c'est des personnes qui, à chaque séance, arrivent à s'ouvrir de plus en plus et de façon durable. C'est-à-dire que non seulement il y a quelque chose qui se passe pendant la séance, qui est magique, mais en plus, entre deux séances, la personne va pouvoir vérifier que ça a changé. Puis parfois, il y a quelque chose d'encore plus magique, c'est que comme l'inconscient se reprogramme avec la parole, le simple fait de parler fait que de façon complètement inattendue, des problèmes dans la vie courante vont se résoudre sans avoir forcément découvert quelque chose pendant la séance. Et ça, c'est assez génial et j'adore ce métier parce qu'il est... Quand j'utilise le terme magique en psychanalyse, ça va pas, bien entendu, hein, c'est pas un terme correct, mais moi je trouve que c'est un terme fantastique parce que c'est ça, c'est la magie de la vie. Et cette magie de la vie, eh ben, chaque personne, elle a la possibilité de transformer sa vie profondément. Et par rapport à des choses familiales, personnelles, professionnelles, qui jusque-là la bloquaient. Et c'est pas une question de raisonnement, c'est une question profondément de la manière dont on vit sa vie et dont on la ressent et dont on a été plus ou moins marqué dans la vie ou plus ou moins bloqué. Et tout ça, ça s'ouvre au fur et à mesure et ça se libère et les gens, après, ils sont durablement libérés. Et en plus, ils ont développé un nouvel état de conscience que moi j'appelle l'esprit d'analyse, mais c'est un esprit d'analyse qui n'est ni fonctionnel, ni stratégique, ni opérationnel. C'est un esprit d'analyse, c'est-à-dire qu'on commence à voir comment se joue la vie, vraiment, dans sa vie et dans son entourage. Voilà. Les séances préalables sont des moments difficiles pour moi parce que je suis en face de personnes qui souffrent, qui amènent leur souffrance, et ça, je le prends de plein fouet en vis-à-vis. Alors qu'une fois que la personne est entrée dans un travail et qu'elle est sur le divan, je peux complètement l'accompagner, et par contre, je ne prends plus ces énergies difficiles directement. Voilà. Mais le plus dur, c'est quand une personne ne désire pas sortir de la chaise et ne désire pas tout de suite aller sur le divan et qu'elle commence la cure et que je vois toute sa souffrance et qu'elle est en train d'essayer d'exprimer quelque chose et elle ne peut pas le faire dans mes yeux. Donc ça, je vois les yeux qui partent sur le plafond, sur la moquette, partout parce que c'est très dur, quoi. Et là, tu es en face et tu vois la personne là qui est dans quelque chose de difficile et là, pour le coup, les énergies se transmettent et c'est pas évident. C'est souvent assez émouvant d'ailleurs, hein, les premières séances, mais quand ça se limite aux séances préalables, ça va parce que c'est quelque chose que je connais et je suis là pour ça. Et puis il y a la boîte à Kleenex, il y a tout ce qu'il faut.
Et donc, il y a cette empathie qui se met en place et puis qui fait que je peux prendre. Mais si une cure démarre en vis-à-vis, alors là, c'est très dur pour moi. J'aime beaucoup la psychanalyse pour ça, c'est-à-dire que je ne suis pas face aux personnes. Voilà, et sinon, c'est trop dur. Je pourrais pas exercer, je me rends compte que je ne pourrais pas exercer dans un travail de psychologue en vis-à-vis. Pour moi, c'est impossible. Alors, il existe une formation à Paris 8 et il existe une formation à Montpellier en Master 2. Qui permet déjà de devenir docteur en psychanalyse, mais c'est un doctorat, on va dire, sur les théories de la psychanalyse, sur l'étude de la psychanalyse. C'est pas forcément une formation clinique. Il existe des formations cliniques avec des professeurs qui apprennent la clinique aux étudiants, mais l'essentiel des psychanalystes, en règle générale, ont commencé par une analyse, et ensuite se sont découverts le goût pour devenir analystes au travers de l'école du psychanalyste, par exemple, avec lequel ils travaillaient. Il existe des diplômes universitaires, mais les diplômes universitaires ne sont pas forcément des diplômes de cliniciens, c'est-à-dire de praticiens. Et donc, de fait, il n'y a pas, un psychanalyste n'a pas forcément de diplôme. Moi, je n'ai pas de diplôme. J'ai un diplôme de psychodramatiste parce qu'il y a une formation spécifique de psychodramatiste à laquelle j'ai participé pendant 3 ans et à laquelle je participe toujours, mais je n'ai pas de diplôme de psychanalyste. J'ai fait une première analyse pendant 2 ans, une seconde pendant 7-8 ans, avant, on va dire, d'être autorisé dans mon école à être analyste, et j'ai suivi des cours toutes les semaines, et des lectures sur Freud, sur Lacan, en psychanalyse, dans le cadre de mon école, des journées scientifiques et tout ça. Et au bout d'un moment, j'en savais assez et je me sentais prêt à pouvoir recevoir des personnes, puisque je voulais véritablement avoir une pratique en cabinet. Et il n'y a pas de diplôme. C'est une profession qui n'est pas réglementée de ce point de vue-là. Donc c'est très important de savoir où s'adresser. Il y a différentes écoles, différentes associations qui sont reconnues. Et puis, soit on rentre à la fac et on suit un cursus et puis après on s'allie à une école, soit on rentre directement, on va dire, dans une école associative lacanienne ou freudienne. Et puis, on va apprendre toute la théorie de la psychanalyse, mais en fait, c'est surtout une pratique, c'est-à-dire qu'il faut être passé sur le divan. On ne peut pas être psychanalyste si on n'a pas fait soi-même une analyse pendant plusieurs années. Voilà, et si on n'a pas commencé et si on n'a pas trouvé sa propre vérité. Je crois qu'un psychanalyste, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la vie et qui aime beaucoup les sciences humaines, les sciences sociales. C'est quelqu'un qui a forcément eu une vie et touché à différents milieux avant de s'installer. C'est-à-dire qu'on peut faire des études quand on a 20 ans, mais il ne faut pas oublier que dans notre système social, nous avons différents milieux. Nous avons des gens qui sont fonctionnaires, nous avons des gens qui sont libéraux, par exemple, dans la vie professionnelle, avec des impératifs personnels et avec des éthiques et avec des modes de fonctionnement qui sont très différents. C'est parfois 2 mondes qui ne se comprennent pas, sauf s'il y a des gens dans la même famille, voilà. Je crois qu'il faut être très très ouvert. Il faut pouvoir avoir une capacité à avoir vécu des choses qui nous permettent de ne plus véritablement juger les autres, c'est-à-dire d'avoir fait soi-même des erreurs, d'avoir fait soi-même des écarts, d'avoir fait soi-même un travail sur soi, pour pouvoir être en capacité, non pas d'entrer dans une empathie forcément, mais d'être dans une capacité d'écoute et dans une capacité de rebond et dans une capacité de compréhension dans le transfert avec les personnes qui soit toujours égale, c'est-à-dire que dans une même journée, je vais recevoir des personnes qui viennent de milieux très différents, avec des vies très différentes et avec des modes de fonctionnement très différents. Et ça demande quand même une certaine ouverture. Après, être psychanalyste, c'est un peu être dans un nuage, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une bulle qui s'ouvre et qui se referme autour de la personne qui est en sécurité dans cette pièce, par exemple, ou dans la consultation téléphonique. Et en fait, le psychanalyste, il va être dans une écoute flottante, c'est-à-dire qu'il va écouter la personne et dedans, il va essayer de déceler toute la chaîne de ce que la personne répète ou dit qui est vraiment signifiante pour elle, et de façon à pouvoir lui proposer.
Et donc, ça demande une patience, un calme et une capacité d'écoute très important. Et puis il faut savoir que même les analysants eux-mêmes se disent bah, j'ai l'impression de tourner en rond, j'ai l'impression de me répéter. Et nous, dans la direction de la cure, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir aussi supporter ça, c'est-à-dire supporter les répétitions, toujours les mêmes choses, la mélancolie des gens, la difficulté des gens, parce qu'ils sont là pour vider leur sac, ils sont là pour dire tout ce qu'ils ne peuvent pas dire dans la vie réelle, qu'ils ne peuvent pas dire à leur conjoint, qu'ils ne peuvent pas dire en famille, qu'ils ne peuvent pas dire au boulot. C'est ici qu'ils peuvent enfin le dire comme ils le font dans leurs pensées ou dans leur lit, mais par la parole. Et donc, ça demande quand même une capacité d'écoute qui est pas neutre, et c'est un métier qui est très particulier, qui est génial, et qui, comment dire, s'enrichit de notre propre vie, c'est-à-dire toutes les expériences que nous avons vécues et tout le travail qu'on a fait sur nous permettent d'être complètement à l'écoute et en compréhension de ce que vivent les gens, profondément. Et je crois que le conseil principal, c'est véritablement d'être en capacité de se mettre dans ces dispositions pour pouvoir envisager de faire ce métier. Voilà.